Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer de la conférence de AMD qui a eu lieu mercredi dernier. On a pu avoir un peu plus de détails et de points supplémentaires sur la RX 6700 XT. Donc si vous n'avez pas pu la regarder, eh bien venez vous asseoir, on se fait un rattrapage express. Enfin, plus ou moins. On est parti. Bon, on va pas tourner autour du pot, hein. La grosse annonce de cette conférence c'était la carte graphique ainsi que ses spécifications. Donc dans le cocktail de la 6700 XT, on va retrouver les éléments suivants. Une puce graphique Navi 22 XT. C'est une puce qui va être beaucoup plus petite que sa sœur, la Navi 21. Et donc si on en croit la science et la physique des wafers, eh bien ce doit être plus facile de produire en grande quantité. Dans ce processeur graphique, on va trouver 40 unités de calcul qui, si on respecte la logique des cartes RX 6000, devrait correspondre à 2560 cœurs. Cette carte devrait pouvoir atteindre une fréquence game clock de 2424 MHz. La game clock, qui on les rappelle, est une fréquence que la carte doit pouvoir être en mesure d'atteindre lors de charge continue. Ces cartes ont généralement aussi une boost clock qui n'est pas forcément référencée ici, mais généralement qui va de 100 MHz à 200 MHz supplémentaires. Faut bien se rappeler ici qu'on est sur le modèle de référence parce qu'il y a quelques temps, AMD avait annoncé garder les puces les plus puissantes pour les modèles partenaires. Donc ça m'étonnerait pas qu'on retrouve des cartes ayant un OC d'usine à 2600 MHz, voire soyons fous, 2800 MHz. Après 2800 MHz, ça fait quand même beaucoup. On se retrouvera certainement plus entre 2500 et 2600. Mais bon, on a toujours le droit de rêver, non? Après, on s'attend que ces puces-là soient aussi bonnes que leurs grandes sœurs, les Navi 21, qui sont overclockées de manière plutôt forte. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous ai mis une petite vidéo de Derbauer dans la description. En tout cas, ces cartes ont l'air d'être armées pour ça parce que c'est pas moins de 12 phases qu'on va retrouver sur le PCB permettant de bien nettoyer le courant. Concernant la mémoire de la carte, on est sur du 12 Go de DDR6, comme on s'y attendait tous bien sûr. Tout ça sera sur un bus mémoire de 192 bits qui va limiter la bande passante, mais ce sera très certainement compensé par la fréquence de la mémoire ainsi que l'Infinity Cache. D'ailleurs, le Infinity Cache qui a fait un peu de régime et qui a perdu 32 mégabits. En termes de consommation, cette carte va être plutôt gourmande, on est aux alentours de 230 watts de board power. Et bien sûr, cette carte va supporter le Smart Access Memory, qui est le resizable bar de AMD. Parlons maintenant de la chose qui nous intéresse aussi, c'est le prix. La carte a été annoncée à 479 $, ce qui voudrait dire à peu près chez nous 500 € en comptant les taxes et les différentes conversions. On va pas se mentir par contre, dans le contexte actuel et hors du site d'AMD, eh bien ça va être très difficile de trouver ces prix-là. Et surtout sur leur diapo, qu'est-ce qu'on trouve en bas au moment de l'affichage du prix? Un monsieur Lévi sauvage! Oh! Et plus sérieusement, ça révèle que même AMD sait que ça va être difficile de les trouver à ces prix-là. En tout cas, je sais pas vous, mais encore une fois, ces prix me dérangent un petit peu. On est censé être sur des cartes qui sont milieu de gamme et plutôt abordables. Et là, 500 €, ben... c'est pas abordable. On se rappelle que la 5700 XT qui avait été lancée il y a 2 ans coûtait à sa sortie 400 $. Et donc entre ces deux cartes là, on a eu une inflation de 80 $, ce qui n'est pas vraiment anodin. Bien sûr, on n'est pas dupe, la période y est pour quelque chose, les entreprises se permettent de taper dans le gras, mais ça reste toujours trop cher pour une carte qui est censée être milieu de gamme. Avec ces tarifs là, on est clairement plus sur des cartes qui sont haut de gamme. Enfin bon, ça fait maintenant quelques années qu'on voit que les prix augmentent, ce n'est pas prêt d'arrêter, et surtout qu'à ce rythme là, il va falloir sortir des 3040 et des 6400 pour combler un peu l'entrée de gamme. Si on suit un petit peu la logique, la 6700 va se placer aux alentours des 400 $, la 6600 va se placer aux alentours des 350 $, et la 6500 va se placer aux alentours des 250. Donc bon, à un moment, il va falloir introduire une nouvelle gamme pour ce secteur-là quand même. Dans leur présentation, AMD a fait quelque chose que je trouve pas mal. C'est présenter pourquoi ils avaient mis 12 Go de VRAM. La justification, c'était plutôt sympa, mais c'était surtout aussi l'occasion de mettre un petit pic à Nvidia, où c'est un petit peu la Bérésina au niveau de leur VRAM. On retrouve 24, 10, 8 et maintenant 12 Go. Donc c'est plutôt bien de leur part de nous expliquer un petit peu tout ça et de ne pas nous laisser dans le flou, même si bon, ça correspond plutôt à un move marketing que vraiment l'information consommateur. Parlons maintenant du nerf de la guerre, les performances. Et autant dire qu'ici, ils m'ont pris un petit peu de court. Je m'attendais pas que la 6700 XT puisse faire concurrence à la 3070, voire même dans certains cas, les battre. Après, quand on voit le prix de base, c'est plutôt logique. Elle est seulement 20 $ de moins que la 3070, et donc forcément, elle se doit d'avoir à peu près les mêmes performances. Mais c'était pas joué de base parce que dans les spécifications, on retrouve quand même un tiers de moins d'unité de calcul que dans la 6800. 6800 qui n'est pas si loin d'une 3070 non plus. Pour être honnête, je m'attendais plutôt à des performances autour d'une 3060 Ti, mais bon,
Ça a du bon d'être étonné parfois, non? Bon, par contre, quelque chose qui me chagrine, c'est que AMD n'a pas été des plus clairs sur son graphique. On ne sait pas s'il y a Smart Access Memory d'activer ou encore différentes options de boost qui sont présentes sur les cartes graphiques AMD. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à dire oui, mais bon, on est sûr de rien. Ça aurait été bien aussi que les 6800 soient présents dans ces benchmarks, histoire qu'on ait une petite idée de comment ça se place par rapport à l'offre la plus proche de AMD. En tout cas, ça laisse l'impression que ces benchmarks ont été un peu plus choisis, un peu plus marketing que dans les conférences précédentes. On a un peu moins de transparence ici et c'est dommage, mais bon, si vous voulez la vérité et rien que la vérité, il va falloir attendre les reviews des testeurs indépendants, qui devraient très certainement sortir d'ici une semaine et quelques. Et j'espère de tout cœur que AMD ne fera pas comme les 6800 et les 6800 XT où les reviews ont été publiées quelques heures avant la disponibilité de ces cartes. Laissez-nous réfléchir à la fin, c'est très important, surtout pour une carte qu'on est à peu près sûr de ne pas avoir. Après, ce qui pourrait expliquer ces belles performances avec son nombre de cœurs qui est drastiquement réduit. Eh bien, il y a potentiellement deux choses qui rentrent en jeu ici, la fréquence du processeur graphique et l'Infinity Fabric. Pour ce qui est des fréquences, elles sont bien plus hautes que celles vues sur les autres cartes de AMD. Et si je me souviens bien, il me semble que l'overclock donne de plutôt bons résultats en performance sur cette architecture. Dans le second, comme on n'a que 40 unités de calcul dans ce processeur, eh bien on va avoir un petit peu plus d'Infinity Fabric cache par unité de calcul. Même si l'Infinity Fabric a été réduite sur ce modèle-là, eh bien ça permet peut-être un petit gain de performance. Les deux assemblés, ça fait certainement des chocs à pic et le résultat qu'on voit ici. On n'a pas eu de benchmark en ray tracing et ça pour de très bonnes raisons. Car chez AMD, l'implémentation du ray tracing est gérée directement par les unités de calcul. Et donc moins d'unités de calcul égale moins de performance en ray tracing. Donc bon, sur ces cartes, il va certainement falloir oublier le ray tracing. Déjà que sur les 6800, c'était pas foufou non plus, mais là, avec un tiers d'unité en moins, on va pas faire un dessin. Vous comprenez du coup pourquoi il n'y a pas eu de benchmark sur ce genre de choses. Ces cartes ont été annoncées et vraiment poussées en tant que cartes 1440p, elles n'ont pas vraiment ce qu'il faut pour faire tourner de la 4K, même si vous le voulez, vous pouvez en faire tourner, mais pas de très gros framerate. Donc pour l'instant, de ce que nous laisse voir AMD, les performances sont bonnes, ça fait sens au niveau du prix par rapport à Nvidia, on est à 20 $ de moins par rapport à une 3070, ça n'a pas cassé 3 pattes à un canard, mais bon, ça reste toujours trop cher pour une carte qui se dit milieu de gamme. En tout cas, le milieu de gamme qu'on a l'habitude de connaître jusqu'à maintenant. Tant qu'on en est à parler de performance, parlons des choses qui manquent à ce niveau-là. On pensait avoir quelques nouvelles du super résolution d'AMD, qui est l'équivalent du DLSS de Nvidia, mais beaucoup plus ouvert, et au final, on a eu rien. Pas de mots là-dessus malheureusement, c'est qu'ils sont en train d'y travailler, mais on n'y voit pas plus clair. C'est dommage parce que ça devient quelque chose d'assez important. On n'est clairement pas sur des technologies qui sont parfaites, mais elles permettent de gagner pas mal de FPS sur les jeux les plus gourmands. Et à long terme, ce qui va être très intéressant, c'est la capacité de ces technologies à faire durer votre carte graphique. Admettons qu'aujourd'hui vous avez 144 FPS sur des gros jeux et sans DLSS. Eh bien à l'avenir, ce niveau de performance n'est pas garanti sur des jeux futurs. Et donc c'est là où les technos comme le DLSS ou encore le super résolution vont pouvoir venir vous aider et garder le même niveau de performance sans changer de carte graphique. Donc dommage pour ce point-là, on sait que ça arrive, mais l'attente commence à être bien longue. Surtout que cette solution ne sera pas parfaite dès le début, il va falloir attendre un petit peu que les choses se mettent en place correctement. Pour ce qui est des stocks, encore une fois, on ne s'attend à rien ici, les cartes vont très certainement partir très vite, même si AMD nous annonçait un meilleur stock. Après, comme on disait un peu plus tôt dans la vidéo, les dies sont beaucoup plus petits, ce qui va certainement leur permettre d'en mettre jusqu'à 2 fois plus par wafer, et ce qui aidera à constituer un stock un peu plus conséquent pour ce premier lancement. Enfin bon, tout ça se vérifiera le 18 mars, jour de sortie de ces cartes. Et encore une fois, ne vous attendez à rien, comme ça vous ne serez pas déçus. On a parlé de choses très intéressantes ici, mais AMD a lâché quelques petites infos supplémentaires qui peuvent potentiellement vous intéresser. Dans un premier temps, ils ont annoncé que le Smart Access Memory sera compatible avec les Ryzen 3000, à condition d'avoir une carte mère compatible PCI Gen 4 et une RX 6000. Ça par contre, ça ne change pas malheureusement. Ils nous ont annoncé aussi que les cartes de référence seraient lancées en même temps que les cartes partenaires, histoire d'avoir un peu plus de volume. Ce qui n'est pas vraiment pour nous rassurer ici. On a eu droit aussi à un petit teasing des RX 6000 sur ordinateur portable qui, je l'espère, seront mieux implémentés que les RX 5000 parce qu'on n'en a pas entendu parler et pour de bonnes raisons. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des infos de la conférence, agrémenté un peu de mon humble avis. Elle était plutôt courte et concise, même si on a eu pas mal de répétitions de la part d'AMD par rapport à des choses qu'ils avaient dit avant et au final assez peu d'informations concrètes. Mais on a été sauvé du léchage de bottes comme la conférence précédente et ça on apprécie. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!